Le revenu universel, c'est une idée qui fait beaucoup parler, n'est-ce pas? On le présente souvent comme la solution, la seule, la bonne, face à la montée des robots. Mais et si on passait à côté d'une approche bien plus prometteuse? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Voilà notre programme. On va commencer par le problème de fond, cette fameuse menace de l'automatisation. Ensuite, on se penchera sur la solution la plus connue, le revenu universel, pour voir ses limites. Puis, on plongera dans une vision alternative, celle de l'économie contributive, qui implique de réinventer la monnaie. Et à la fin, on verra pourquoi tout ça est absolument crucial. Allez, on entre directement dans le vif du sujet. Tout part d'une angoisse bien réelle, une angoisse collective. L'automatisation, est-ce qu'elle va faire de nos emplois? C'est la grande question de notre époque. Si les machines peuvent faire notre travail, comment est-ce qu'on va gagner notre vie? C'est dans ce contexte, bien sûr, que l'idée d'un revenu de base a explosé sur la scène publique. Forcément, si les salaires disparaissent pour beaucoup, il va bien falloir trouver un autre moyen de survivre. Ce qui est frappant avec ce graphique, c'est qu'il montre bien que ce n'est pas de la science-fiction. Non, c'est déjà là. Regardez cette forme en U. D'un côté, les emplois à très faible qualification, de l'autre, ceux à très haute qualification, ils sont relativement protégés. Mais entre les deux, c'est le grand creux. La source est très claire là-dessus. La robotisation est en train de grignoter en priorité les tâches allouées à la classe moyenne. Et ça menace le cœur même de notre stabilité économique et sociale. Bon, face à ça, la solution qui semble s'imposer, c'est le revenu universel. Mais la source qu'on analyse aujourd'hui nous met en garde. Cette idée, qui paraît si simple, serait en fait plutôt hasardeuse, surtout dans un contexte européen. Juste pour qu'on soit bien d'accord sur les termes, le RBU, c'est quoi? C'est un revenu versé à tout le monde, sans aucune condition. L'idée est simple en apparence, mais c'est son fondement même qui pose question. Voilà la citation, assez provocatrice, qui est mise en avant dans notre source. D'après elle, certains partisans du revenu universel partent de cette question et une question purement comptable. On ne se demande plus de quoi une personne a besoin pour vivre et s'épanouir, mais combien elle coûte si on ne fait rien. C'est une logique qui en fait réduit l'humain à un simple coût. Ça déshumanise complètement le débat. Et c'est là qu'on touche au point crucial. C'est un véritable choc des cultures. D'un côté, on a une vision où le revenu est juste un filet de sécurité. Et de l'autre, une culture européenne décrite comme très attachée à la notion de droit et de devoir. Une culture où le travail reste un vecteur hyper puissant d'insertion sociale. Alors, imposer un revenu sans aucune contrepartie, ce serait, selon la source, une grave erreur culturelle. D'accord, donc si le revenu universel est une impasse, on fait quoi? Eh bien, passons à l'alternative qui est proposée, une transition vers ce qu'on appelle une économie contributive. L'idée de départ est assez simple en fait. Puisque les machines peuvent s'occuper de plus en plus de nos besoins primaires, ça libère du temps humain. Du temps qu'on pourrait consacrer à des besoins d'un niveau supérieur, comme le dit la pyramide de Maslow. Des activités qui développent l'estime de soi, leur reconnaissance, et qui participent au bien commun. Pour bien comprendre cette transition, il faut voir que notre système n'est pas un bloc unique. En réalité, 3 économies coexistent. Il y a l'agraire, la plus ancienne, la productive, celle des biens et services, qui domine tout aujourd'hui, et enfin, celle qui est en train d'émerger mais qui n'est pas encore reconnue, l'économie contributive. Et ce tableau, il est génial parce qu'il montre la différence fondamentale. Regardez la dernière colonne, valeur dans le temps. Dans l'économie productive, une voiture perd de sa valeur dès qu'elle sort du garage. La valeur se déprécie. Mais dans l'économie contributive, c'est l'inverse. La valeur se bonifie avec le temps et avec l'usage. Un savoir, une compétence, une relation de confiance, tout ça s'enrichit quand on le partage. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Notre monnaie actuelle, celle que la source appelle la monnaie dette, elle a été pensée pour un monde de biens qui perdent de la valeur. Du coup, elle est totalement inadaptée pour reconnaître et récompenser une valeur qui, au contraire, augmente avec le temps. Alors, comment on fait? La solution avancée est audacieuse. Il faudrait carrément réinventer la monnaie elle-même, en s'appuyant sur le numérique et ce qu'on appelle les monnaies intelligentes. La question centrale devient donc celle-là. Comment est-ce qu'on peut enfin donner une valeur tangible à toutes ces activités qui sont essentielles, mais que notre économie productive ignore complètement? L'aide à un proche, le bénévolat dans une association, l'engagement pour l'environnement, tout ça. Attention, l'idée, ce n'est pas de remplacer l'euro ou le dollar. C'est de créer un système avec 2 monnaies. À côté de notre monnaie productive, on créerait une monnaie contributive. La différence énorme, on ne peut pas la stocker, l'accumuler. Elle est fondante. Qu'est-ce que ça veut dire monnaie fondante? Eh bien, c'est une monnaie dont la partie qui n'a pas été utilisée disparaît à la fin d'une période, disons à la fin du mois par exemple. Du coup, le but du jeu n'est plus d'accumuler pour soi, mais de faire circuler cette valeur dans la communauté. Ça nous pousse activement à chercher et à récompenser les contributions des autres, de ceux qu'on juge méritants. Ça crée un flux permanent de reconnaissance. Bon, maintenant, passons à l'essentiel. Concrètement, ça changerait quoi? Pourquoi cette idée est-elle si puissante? Les conséquences seraient immenses. Ce système permettrait enfin de reconnaître tout ce travail invisible. Il pourrait redonner vie à la démocratie en valorisant le temps qu'on y passe. Il soutiendrait des initiatives locales et pourrait même simplifier un État-providence qui est devenu, je cite la source, surhumain.
On passerait d'une logique d'assistance à une logique de reconnaissance de la contribution de chacune et chacun. Et tout ça nous amène à la question finale, celle qui résume tout. Au-delà de l'aspect technique, le vrai défi, il est culturel. Est-ce qu'on est prêt, collectivement, à changer de paradigme ? Prêt à construire une société qui valorise ce que chacun apporte au bien commun et pas seulement ce qu'il produit ou ce qu'il consomme ? La question, évidemment, reste ouverte.